Septième partie de 500 World Titus, eh bien on est dans le feu de l'action. Donc les ultramarines et Titus à leur tête bien évidemment lancent toutes leurs forces dans leur bataille. Le but c'est tout simplement le all-in, c'est-à-dire qu'on envoie tout ce qu'il reste en essayant d'endiguer le plus possible les renforts Necrons pour permettre au monde de tenir jusqu'à ce que les renforts qui ont été envoyés par une autre force de Space Marine avec le Strike Cruiser arrivent et puissent faire pencher la balance du côté de l'Imperium. Alors on va simplement nous décrire un petit peu comment ça se passe. Donc les Space Marines montent tous dans des Thunderhawk, donc plusieurs Thunderhawk. On nous dit que là par contre on va avoir des forces un peu plus conséquentes parce que c'est tout ce qu'il reste des forces de la seconde compagnie. On va avoir des Dreadnoughts, enfin, donc des Dreadnought Redemptor, donc il y en a deux, il y a un Brutalis, un classique, et puis ils s'envolent à travers les tirs de défense anti-aérienne des Necrons, mais qui n'arrêtent pas les capacités d'évitement des pilotes de Thunderhawk qui jouent en fait avec leurs Thunderhawk pour éviter tous les tirs de représailles. Ils arrivent alors en vue en fait du site Obscurus, tandis que le Necrosaur menait ses légions dans les profondeurs enténébrées. Les Thunderhawk de la force de frappe Titus décollaient du bastion Obstinus. Leur cible initiale était le site Obscurum et la promesse d'un itinéraire souterrain menant au cœur du site Umbra. Les ultramarines avaient prêté serment d'obtenir la victoire ou de mourir, et leurs armes la plus redoutable était la terrible et incomparable volonté du capitaine qui les menait. Et oui, sans Titus, bien sûr, pas de victoire. En tout cas, là, on a vraiment toutes les forces de Space Marine, des ultramarines de la seconde compagnie qui sont jetées dans cette ultime mission. Et là, comme on nous le présente, c'est vivre ou mourir, victoire ou mourir. Donc peut-être la fin de Titus s'il ne réussit pas cette mission-là. En tout cas, cette fois-ci, comme il y a un peu plus de force, on va trouver des Dreadnought, donc un Redemptor, un Brutalis. Ça va permettre d'avoir un peu plus de puissance de feu. Il n'y a plus de véhicules, a priori, ou en tout cas, on nous en parle pas, étant donné que tout passe par de Thunderhawk. Alors après, il y a aussi des Thunderhawk qui peuvent transporter des véhicules, mais là, on nous en parle pas. J'ai vraiment l'impression que c'est juste simplement des Thunderhawk, ce qui veut dire que tous les véhicules de la seconde compagnie, hormis les deux Dread, ont été détruits par les forces des Necrons. Bon. Après, j'imagine bien aussi que ça sera assez difficile de passer avec du Land Raider, même s'il n'y a plus de Land Raider, on n'en entend plus jamais parler, du Redemptor, évidemment, pour pouvoir passer dans ces petits souterrains, même si on peut imaginer aussi qu'il y aurait quand même largement la place de passer. En tout cas, alors qu'ils sont en train de voler, les pilotes de Thunderhawk décident de passer en atmosphère haute pour éviter tous les tirs anti-aériens qu'il peut y avoir. On nous dit aussi que la tempête de nuages n'a pas reculé et qu'elle est toujours présente, et qu'elle empêche justement les Auspex de pouvoir bien déterminer l'endroit où il faut aller, mais fort heureusement avec le soutien orbital et puis le fait que justement au cœur de tout ça on a une zone de parasites, et bien c'est l'endroit où ils veulent se rendre, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Alors comme ils sont en train de survoler les restes, les combats qu'il y a au-dessus, donc on nous décrit un petit peu les combats, donc tous les flancs flanches, voilà. Donc on avait une batterie de défense, bon voilà, elle est mise à genoux. On avait le bastion, lui aussi a été complètement détruit par plusieurs monstres armés de faux. Donc là on a vraiment encore une fois plusieurs écharpes du Nightbringer qui ont détruit les forces. Donc là d'où vient justement Titus, donc le bastion Fortis. Et puis on raconte aussi le centre du Minitorum 242 avec déclenché une surcharge d'une Generatorum pour ravager un maximum des excroissances de la tombe qui perçaient les fondations. Mais vous voyez, même le terme excroissance, je pense qu'il est là justement pour préciser que même si c'est une explosion colossale qui détruit l'ensemble du site du Minitorum, ce n'est que les petites excroissances qui sont abîmées et que l'avance des Necrons est inexorable. Et c'est bien ce qu'on note, parce que partout où il y a des combats, les forces loyalistes reculent. Alors on nous dit parfois avec un petit peu de couardise, parfois en faisant montre d'un courage et d'une résolution sans borne, mais le destin de la planète est scellé et il n'y a qu'une seule façon que ce soit renversé, encore une fois, c'est la réussite de la mission de Titus en attendant justement les renforts Space Marine qui sont en route. Mais encore une fois, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Alors, tous ces rapports-là, ils dénotent quand même d'une seule chose, c'est que l'Archimagos Oct ne donne pas
de soutien en fait. Simplement, toutes ces forces, et les forces du Mechanicus sont quand même assez conséquentes, n'interviennent pas dans la bataille et il reste cloîtré sur l'hôtel Forge pour protéger sans doute son artefact, on s'en doute bien. Mais Titus invective en fait l'Archimagos pour qu'il envoie des renforts, mais aucun appel, aucune réponse, et c'est vraiment quelque chose qui le déconcerte un peu, mais qui le conforte dans l'idée qu'on peut pas faire confiance aux membres du Mechanicus. Donc c'est pas avec ça que ça va changer. Une fois qu'ils sont en approche, eh bien, on va avoir la petite description un peu rapide. Donc les Thunderhawks virent sur les côtés pour éviter les tirs antiaériens. Ils plongent au milieu de la tempête et au dernier moment allument leur réacteur d'atterrissage pour se poser, alors pour pas dire en douceur, mais se poser in extremis avant de s'écraser au sol. Directement, les harnais des Space Marines sautent. Ils sont en un instant, en un battement de cœur, dehors, en train de charger les forces des Nécrons. Alors les forces des Nécrons, là par contre, elles sont préparés. On n'est pas du tout sur l'assaut qu'on a vu la première fois où on avait un monde nécropole endormi. Là au contraire, toutes les constructions, que ce soit des canoptèques, que ce soit des guerriers, des destroyers et tout, ils sont tous aux aguets. Alors l'avantage, c'est que c'est quand même une attaque un peu surprise et une charge assez rapide, ce qui va décontenancer un peu les forces Nécrons, et que comme Titus l'avait déjà remarqué, les forces Nécrons sont beaucoup plus désorganisées que ce qu'il avait l'habitude d'affronter. C'est la première fois qu'il voit les Nécrons se jeter vers eux, quitte à en oublier toute stratégie, et ce qui les aide en fait, parce que au final, même si les combats sont un peu plus violents que ce à quoi il est habitué, comme il n'y a pas la stratégie derrière, eh bien ils peuvent avancer assez facilement. Alors facilement bien sûr, il y a quand même des Space Marines qui décèdent à chaque fois, hein. On nous décrit les Tyrgos se rongent les armes, les armures, les chairs, les courageux Space Marine tombent. On a un des Dreadnoughts aussi, le Brutalis, qui se prend un tir de maraudeur canoptèque qui transperce en fait son bladage. Ça le fait chanceler, mais en échange, eh bien, il envoie une grêle de tirs qui réduit à néant la machine canoptèque. On nous dit aussi qu'alors qu'ils sont en train d'avancer, ils se font attaquer de toutes parts, aussi bien aussi par les spectres canoptèques qui, eux, ont la fâcheuse habitude de se téléporter ou de se matérialiser à travers différents endroits, donc le plafond, le sol, les côtés, et des endroits où les Space Marines pensaient que bien sûr que vous êtes dans un couloir, vous faites surtout attention à ce qu'il y a devant, derrière, pas sur le côté, alors qu'il n'y a pas de porte, pas de couloir, ni quoi que ce soit. Et malgré tout, ils réussissent à avancer. On nous dit que, bien sûr, Gadriel et Métaurus, aux côtés de Titus, forment un cordon comme une sorte de fer de lance, en fait, qui brise toutes les attaques. On nous dit aussi quand même qu'il y a une forme de stratégie, hein, c'est-à-dire que on va mimer en fait des retraites stratégiques, alors qu'en fait on va simplement attirer, là en l'occurrence des destroyers, dans des couloirs de tir qui sont bien préparés. Donc il y a quand même une avance un peu plus stratégique. Au bout de, nous dit-on, 28 minutes, enfin Titus arrive dans une chambre qui correspond à ce qu'il avait vu, à ce qu'il s'attendait en fait. On nous décrit un peu la même chose, c'est-à-dire un grand monolithe, grand comme un titan warlord, pour avoir une sorte d'idée de sa taille, avec un plafond très haut qui disparaît dans les volutes de fumée du réveil de la nécropole, et bien tout au fond de ça, donc en fait ça c'est pour nous dire que les mondes nécropoles se ressemblent, et que Titus, voilà, il a l'habitude de cette construction là, et qu'il sait que c'est ce pylône qu'il faut casser pour détruire plus ou moins le monde nécropole. Mais c'est pas ce qui les intéresse ici. Ce qui les intéresse, c'est bien sûr les points d'accès qui relient les nécropoles entre eux, et voilà, ça c'est leur cible. Alors on ne dit pas s'ils ont perdu vraiment beaucoup de frères de bataille. J'imagine qu'ils ont perdu le strict minimum. Alors encore une fois, c'est un peu difficile de savoir combien ils étaient à la base, mais déjà la force de la seconde compagnie a été réduite à moitié, sachant que ce n'est pas l'ensemble de la seconde compagnie. C'est difficile d'imaginer, mais bon, c'est les pertes standards, hein, à chaque fois qu'on a des descriptions comme ça. Voilà. Donc, dès qu'ils arrivent, ils prennent le temps de recharger et puis ils foncent à l'assaut. Ensuite, on a un petit passage qui va revenir sur justement l'Archimagos Hawk. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait depuis ce temps-là ? Il essaye de communier avec l'artefact Xeno. Donc en fait, il a des serviteurs qu'il connecte directement à la machine pour essayer de parler à l'esprit de la machine de l'artefact Xeno. Mais
ça ne réussit pas, les serviteurs grillent et il s'étonne après une vingtaine d'essais de ne toujours pas réussir à franchir ce cap-là. Et en fait, pourquoi ça l'étonne ? C'est parce qu'il sait qu'il a une mission en fait, ou en tout cas il est persuadé qu'il a une mission et que cette mission c'est de libérer cet écharde Cthane. Alors il s'étonne de pourquoi en fait l'esprit de la machine, parce que faut bien se rappeler que lui il voit ça comme une incarnation de l'esprit de la machine, pas comme juste une entité Nécron, mais que les Cthane sont une incarnation de l'Omni-Messie. Et le fait que l'esprit de la machine Nécron ne veuille pas communiquer avec les esprits de la machine que lui connaît et que lui maîtrise avec ses serviteurs, c'est quelque chose qui l'interpelle un petit peu. Donc bien sûr, il a des informations de la bataille qui est autour, mais on nous dit justement que... alors, en fait, juste avant, on nous dit que dans un moment un peu de perte de patience, il se dit, bon, je crois qu'il n'y a qu'une seule solution, il faut que je me connecte moi-même à l'artefact pour pouvoir réussir à trouver les informations et à accéder justement à l'illumination de ce fragment d'écharde Cthane. Donc il se connecte. Alors heureusement, il a des sous-routines défensives. Alors on nous dit, une sous-routine défensive si ésotérique, elle ressemblait à une malédiction techno-sorcière. Voilà, pour dire un peu que lui, voilà, il a magouillé un petit peu dans ce qu'il fallait pas avec les prêtres de Mars. En tout cas, eh bien, il ressent en fait cet esprit de la machine, mais encore une fois, il n'arrive pas à ouvrir cette écharde, à ouvrir en tout cas la crypte Tesseract pour pouvoir libérer l'écharde Cthane. Et alors qu'il s'étonne de ça, eh bien, il y a un de ses serviteurs qui vient lui donner une information. Il dit, Monseigneur, nous avons détecté que des forces des Nécrons sont en train de passer par une faille tectonique, et comme nos specs sont beaucoup plus évolués que ceux de l'Imperium, enfin de l'Imperium des Space Marines, nous les avons détectés, mais il semblerait que les forces impériales, elles, ne l'aient pas détectés. Est-ce que vous voulez qu'on les prévienne ? Et là, l'archimagos, eh bien, s'étonne, mais il s'étonne lui-même et il se dit, mais non, j'ai pas envie de leur donner l'information, en fait, j'ai pas envie de leur dire. Et après, il continue à réfléchir et il se dit, mais est-ce que c'est moi-même qui n'ai pas envie de leur dire ? Ou alors, est-ce qu'au final, l'artefact avec qui je suis en communion m'a déjà corrompu et que je ne peux pas accepter et qu'il est déjà en train de prendre le contrôle sur mes pensées. Donc il ne donne pas d'aval, donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de renfort aussi depuis un moment, et il ne veut pas non plus donner cette information. Et après, il continue à réfléchir et il est saisi à un moment donné d'une idée qu'il traverse et qu'il dit, mais oui, mais c'est ça l'idée en fait. Peut-être que mon rôle, ce n'est pas d'ouvrir cette crypte Tesseract pour libérer l'écharde Cthane, mais peut-être que mon rôle, c'est d'apporter cette écharde Cthane à ses créateurs et aux forces Nécron qui sont là. Peut-être que je dois faire la communion avec le peuple Nécron directement. Et voilà. Et donc, du coup, il se dit, voilà, c'est sans doute ça la solution. Donc, je vais apporter l'écharde Cthane pour que ce soit la beauté de ce cycle, c'est-à-dire ceux qui ont enfermé sont ceux qui vont ouvrir. Et peut-être que c'est ce que veut l'écharde aussi, peut-être que c'est ce que veut l'Omni-Messie. Donc, voilà, il se dit qu'il va faire cette chose-là. Et puis, il se rend compte aussi qu'il est aussi incapable de donner des ordres de défense et des ordres de protection pour les forces de l'Imperium qui sont encore en train de se battre sur la planète. Après, vous savez comment est Games Workshop, dans la construction de ces ouvrages, à chaque fois, donc, on fait une pause, on recule un peu et on va regarder autre chose. Et là, on va s'occuper bien sûr du capitaine Félix, un tétrarque. Donc c'est pareil, c'est toujours la même construction. On a plusieurs éléments et à chaque fois dans un élément, c'est un petit passage narratif. Alors le premier, donc c'est des petits blocs texte. On ne sait pas qui le dit, donc il n'y a pas de plus de détails que ça. Après, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une transcription qui vient des Nécrons. Donc on nous dit l'éveil de la tombe de Jesfet a commencé mon nécrosaure. Donc on se doute que ça doit être un cryptech. Alors on ne sait pas comment ce message a pu être intercepté ou peut arriver ici. Peut-être que c'est juste de la narration externe et puis voilà, on a cet élément-là. Mais en tout cas, on nous dit les porteurs de chair charriant la corruption immatérielle ont été identifiés selon les conseils du cryptech Shankrek. Ils reposaient pourrissants et oubliés des humains ignorants de ce monde. La libération des porteurs de chair fut simple comme de les diriger vers les centres d'habitation des mortels. Donc tout simplement, on va parler des dépeceurs et en fait le fait que les dépeceurs ont été réveillés par les serviteurs du nécrosaure et ont
engager les défenses du monde nécropole sur lesquels ils étaient, parce que les dépeceurs vont commencer à créer un petit peu des soucis. Donc le monde nécropole, lui, va s'éveiller parce qu'il va sentir qu'il y a un problème. Alors on nous parle même de peur. Les dépeceurs ont instillé une peur que le programme maître de Jesfet n'a pas pu ignorer. Nous sentons ces systèmes s'activer, la tombe s'éveille. Et non, mais c'est juste la notion de peur pour un système, on va dire, informatique Nécron. En tout cas, ça va éveiller la tombe, et en fait c'est une bonne chose parce que c'est ce que recherchent en fait les forces du nécroseur, et ils vont canaliser les dépeceurs pour justement réveiller un peu plus vite un monde nécropole. Et comme il est en train de s'éveiller un peu plus vite que ce qu'il avait prévu, sans doute ça va se passer moins bien, et sans doute c'est beaucoup plus facile pour eux de capturer comme ça d'autres forces et de faire grandir un peu les forces du nécroseur. Mais ce qui est bien avec ce petit texte, c'est qu'on se rend compte à quel point en fait c'est une menace très grande, les forces du nécroseur, étant donné que les nécrons qui sont touchés en fait par sa grâce sont tout de suite convertis et passent du côté du nécroseur. Et c'est là où quand on a Zarek qui dit que c'est une menace mineure et qu'on s'en occupera un petit peu plus tard, je trouve qu'au contraire, moi, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement dangereux. Alors peut-être que, comme on nous le sous-entendait, peut-être qu'il le disait pour pas inquiéter en fait sa cour et puis ses suivants, mais là on voit quand même à quel point c'est une menace extrêmement dangereuse, parce que un petit peu de bazar, le monde nécropole s'active, hop là tout le monde se réveille et puis pouf, vous convertissez les nécrons à la cause du nécroseur, et du coup ça fait grossir comme ça ses forces. Donc ça peut laisser aussi imaginer que par la suite, je ne sais pas ce qui va se passer à la fin de la campagne encore une fois, mais si le nécroseur n'est pas vaincu, et je pense qu'il va pas être vaincu sinon ils n'auraient pas sorti une figurine, spoil alerte, ça veut dire que ça va être une force quand même prédominante, et qui est censément prédominante, et qui va être une menace de plus en plus grande, avec de plus en plus d'envergure. Et encore, je sais pas, ça se trouve ils vont même réveiller, alors je sais pas, mais peut-être, je sais pas si on peut l'imaginer, est-ce qu'on peut imaginer qu'à la fin du récit, ils puissent éveiller vraiment un Cthane? Peut-être, je sais pas, on verra. Donc voilà, ça c'était pour la partie Nécron. Ensuite, on a un texte, alors bien sûr, il y a plusieurs pôles de combat, là on n'est plus du tout sur la planète avec Titus, on est sur un autre segmentum. Donc on a un gars qui se fait interroger, donc où il fait non mais ne me demandez pas, pouf, application de sanction physique, réponse émotionnelle involontaire. Il fait bon d'accord. Et il fait oui, j'étais dans le sous-secteur 684, oui, les milices de Jawardes sont faciles à éviter quand on connaît les combines, etc. On était en dessous, mais à un moment donné on a vu ce qu'on appelle les titubants, et les titubants il décrit je ne sais pas ce qu'ils étaient, mais je sais que c'était des citoyens, des ouvriers, des miliciens, des transitaires, des criminels même. J'en ai reconnu certains avec qui j'ai négocié. Ils avaient un problème, ils étaient morts sans lettres, bouffis, brisés, véroleux, sointant de pu, d'huile, de sang et je ne sais pas quoi d'autre. La lumière dans leurs yeux, vous connaissez la colique fongique? Ça n'a pas l'air beau ça. Comme elle lui, eh bien leurs yeux étaient comme ça. Partout où ils allaient, tout ce qu'ils touchaient, Garold et Tamas, donc ça c'est ses amis j'imagine, y compris par l'empereur Dieu, le changement que ça a pu occasionner chez eux. Donc voilà, ça c'est les titubants, donc on comprend que ce sont des infectés d'une peste de Nurgle, très, très probablement, même si on peut aussi imaginer que, même si ça ressemble à du Nurgle, ça ne peut aussi n'avoir aucun lien en fait. On peut raisonnablement imaginer qu'il y a une vraie maladie qui transforme un peu les gens en zombies sans pour autant que ce soit la peste de Nurgle. C'est aussi possible, mais c'est vrai qu'il ne faut pas voir à chaque fois alors, je sais pas, du coup je me pose la question moi-même, est-ce que ça veut dire que quelle que soit la maladie, elle est forcément d'origine chaotique? Pas sûr. Ah, c'est Nurgle qui s'en prend directement à moi. Donc on va passer à autre chose. Et puis ensuite, la vache, il est puissant. Il y a aussi les éplucheurs. Et j'aime bien parce que les éplucheurs, en fait, on comprend que ce sont les écorcheurs. Donc on nous dit, on fuyait les titubants quand Lilian les a vus. Il a pensé que c'était d'autres victimes. Puis ils ont bougé. Des haillons rouges sur des squelettes de métal rouillés et grinçants. Ils ont attrapé Saskia en premier, l'ont découpée et écorchée vive alors qu'elle criait. Et on voit que les éplucheurs, ce sont les écorcheurs, justement,
directement les dépeceurs. Et voilà, donc après, il dit, j'ai réussi à m'enfuir avec Lilian, mais en fait, quand on a regardé derrière nous, eh bien, ces deux forces, les titubants et les éplucheurs, se sont affrontés et c'était une orgie de destruction, de dépeçage. Les chairs pourrissaient sur les uns, les autres se faisaient découper. Mais il disait ce qui était hallucinant, c'est qu'il n'y avait aucun bruit. Il dit, j'avais jamais vu un affrontement et une bataille aussi silencieuse. Et il le dit, voilà, la mort et la décrépitude qui s'affrontaient, je n'oublierai jamais, mais par l'empereur Dieu, j'aimerais pouvoir l'oublier. Voilà. Donc ensuite, on a un petit passage sur voilà, des forces des empereurs, des Sight of the Emperor, qui se battent contre des cultes Genestealers. Alors c'est vraiment très très rapide, hein, ça a 4 lignes, donc pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, les Sight se vengent hein, de l'engeance des tyrannides. Ensuite, on a alors c'est un auto-résumé de renseignements militaires. Du coup, c'est juste des phrases comme ça, avec des pourcentages. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement que les Space Marines, alors je ne sais pas pourquoi, mais les Space Marines sont appelés les ressuscités. Et je ne sais pas pourquoi ce programme appelle les Space Marines les ressuscités. Je ne sais pas, j'avais jamais entendu cette façon de nommer les Space Marines. Après, ça peut être cohérent, des humains qui sont transcendés, mais je ne sais pas pourquoi cette notion ressuscité. Donc si vous avez l'information, écoutez, je suis preneur en commentaire parce que voilà, ressuscité, ça, c'est un peu étonnant. Mais bon, on nous parle simplement que les ressuscités sont en train de lutter contre les Kog'Na. Alors je l'ai dit, oui, j'aimerais bien qu'on voit un peu plus les Kog'Na. Bon, là, on les voit, mais honnêtement, il y a 2 colonnes de texte, mais qui apportent strictement rien. Strictement rien. On comprend juste que les Kog'Na volent en fait des ressources minières, des ressources technologiques ou des matériaux. Et puis, voilà, pas grand-chose de plus que les ressuscités, donc les Space Marines, combattent contre eux, les poursuivent dans l'espace. Puis voilà, pas plus d'informations que ça, mais bon, en tout cas, voilà, ils sont là, on a fait le strict minimum, je trouve. C'est dommage parce que le fait que ce soit traité vraiment avec je vous lis un bloc, par exemple, c'est réception de données, ratio requête, réponse, des forces de la DPU CSRTS augmentées, 0,4%, limite max, probablement atteinte, précision estimée, 87%, que des choses comme ça, en fait, mais ça donne pas beaucoup d'informations, en fait. C'est un peu trop technique et voilà, ça manque de choses intéressantes. Et c'est dommage voilà, de parler des Kog'Na. Enfin, ouais, je râle souvent en disant les Kog'Na, on n'en parle pas souvent dans le lore alors qu'ils existent. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient plus intégrés. Et elle va dire si, regarde, on en parle. Ouais, mais en fait, ça apporte rien. C'est du même niveau que le blog texte de Kathleen pour dire qu'il y a les Sight of the Emperor qui se battent contre du culte Stealer. Ça va pas plus loin. Mais bon. Ensuite, le cadran oriental, donc on nous en parle, c'est le vaste ultramar est géré par, enfin cette zone est gérée par le capitaine Decimus Andronius Félix, ancien écuyer de Guilliman durant la croisade Indomitus. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que l'approche de Félix, c'est d'essayer de faire un fusée énorme sur une distance colossale et d'envoyer une force conséquente pour avancer et essayer comme ça, dès qu'il a vaincu en fait la première ligne, de sauter directement sur la ligne suivante et d'affronter comme ça ses adversaires sur un front très étendu. Et on nous dit que aussi difficile que soit cette stratégie, eh bien elle rencontre un grand succès et que les victoires de Félix sont écrasantes. Donc là, lui ne lutte pas, on dirait, autant que les autres. Je ne sais pas pourquoi ces victoires sont aussi écrasantes. Peut-être parce que justement il a été l'écuyer de Guilliman et que ça lui confère une visibilité, enfin vous voyez, peut-être qu'il a réussi à apprendre auprès de Guilliman et qu'il a une part en fait de sa capacité de gestion de plusieurs fronts, etc. Sans doute c'est ça. Voilà, et on nous dit que ce qui peut poser un peu de problème, ce sont les sinistres machinations des dirigeants insatisfaits du dessin de Guilliman, c'est-à-dire ceux qui bien sûr ne veulent pas rejoindre les mondes d'Ultramar et puis veulent continuer à être loyaux à l'Imperium, mais pas forcément à Guilliman. C'est ce qui peut lui poser de problème. Mais voilà, donc voilà, petit panachage, encore une fois, des différentes zones. Il en reste une, on la verra sauter un peu plus tard. Seul le Couar voit la victoire dans la paix.
Donc le Glaçon, c'est la suite du prochain chapitre. Donc les légions de Nécroseurs Amentaire surgissent de la faille tectonique en une marée de métal organique, remontant les pentes de gravats, escaladant les façades rocheuses à l'aide de leurs lames ou lévitant grâce à leur propulsion anti-grave. Ils se déversèrent dans la périphérie du premier saut avec leur prophète à leur tête. Personne ne pouvait leur résister et survivre. Et donc on nous raconte cette avancée inexorable. Donc les premières victimes furent une petite compagnie de milices, Nova Magnorienne, qui avait justement réussi à survivre et après avoir repoussé quelques destroyers, il fortifiait en fait une zone et puis d'un coup en fait cette force est arrivée colossale et innombrable et à peine la première personne qui les a vus a eu le temps malgré un courage insensé de résister pour ne pas courir, ne pas s'enfuir et envoyer un message. Et bien ce premier message il a été coupé directement dans son élan parce que sa gorge a été sectionnée par des dépeceurs et puis l'ensemble de la bataille ensuite a été simplement cacophonie, cris, dispersion. Ceux qui restaient fidèlement mouraient contre l'assaut inexorable des forces du Nécroseur et ceux qui s'enfuyaient de toute façon se faisaient détruire par les Exmars qui sortaient de dimensions de poche sur les côtés, les destroyers Corpec qui couraient vers eux, enfin toute cette attirail et on voit que cette avance est complètement inexorable et déjà que les forces de l'Imperium avaient du mal sans les Space Marines à contenir cette avancée, là avec cette force du Nécroseur en plus avec le Nécroseur à leur tête qui est aux portes justement de Citadel, c'est peine perdue. Donc on va nous décrire un petit peu cette avancée. Donc on nous parle de la gouverneuse Gallo qui justement essaie de réagir à la situation mais elle est complètement déboussolée. Elle fait mais comment se fait-il qu'une force aussi conséquente apparaisse directement aux portes du bastion sans que nous ayons pu les détecter elle est dans l'incertitude donc les ordres sont un peu contradictoires et puis de toute façon tout le monde comprend bien que la fin est venue sans les Space Marines et que même avec les Space Marines de toute façon ça aurait été très compliqué. Alors on nous parle un peu des différentes solutions, donc elle nous dit l'appel à l'aide adressé aux garnisons d'Adeptus Mechanicus est resté sans réponse. Ensuite elle a demandé des tirs orbitaux aux navires de Titus mais ils ont été perturbés par les interférences atmosphériques. Dommage. Après on dit malgré tout que les vaisseaux de la Navis Imperialis et l'Adeptus Astartes lancèrent des missions d'attaque au sol, mais tant d'escadrons étaient déjà en action sur les fronts éloignés de Nova Magnor que ces efforts furent futiles contre une telle multitude. Après il y a un petit texte qui est assez sympathique et qui montre bien un peu ce que peut ressentir la gouverneuse planétaire. Donc elle dit pendant des années j'ai regardé par ces fenêtres tandis que le premier saut grandissait. Le premier saut, je rappelle, c'est le nom de la ville. Nous avons planté les graines de nos espoirs dans un sol fertilisé par la foi. Nous les avons arrosés de sang honnête. J'aime bien cette notion. Et nourris par le labeur. On sent que c'est pas simple quand même la vie dans l'Imperium. Par le trône, cette cité, ce monde entier en est le résultat. Des années d'efforts, des millions de vies pour offrir à l'empereur quelque chose dont nous pouvions être fiers. Désormais, je me tiens aux mêmes fenêtres et je regarde tout cela se flétrir en un seul jour. La mort est venue et tous nos espoirs, toute notre foi et toute notre sueur ne sont plus que cendres dispersées par le vent. Et on dit que c'est le dernier enregistrement qu'elle a fait dans son journal Vox avant de partir elle-même commander sur le terrain les forces de défense pour défendre le bastion Obstinus qui n'a pas tenu beaucoup plus longtemps que ça. Donc la suite s'appelle Massacre. Donc on nous raconte que la marée de métal organique de l'âme scintillante et d'arc d'énergie se répandue dans les rues de Premier Saut et c'est juste des scènes de destruction. Ce qui est certain, c'est que il y a toutes les forces Nécron, c'est-à-dire il y a aussi bien celles qui sont constituées de destroyers que celles qui sont constituées de forces plus traditionnels des Nécrons, donc des consoles d'annihilation, des monolithes, des immortels, etc. Et que cette force, encore une fois, est inarrêtable. Pas grand-chose à raconter de plus. Alors on nous raconte des petits passages comme ça. Donc par exemple, qu'on a un Lehman Ross Punisher qui décide de noyer le Nécroseur sous les tirs, mais que tout cela est sans effet, et que le Nécroseur arrache tout simplement la tourelle et prend un malin plaisir à dépecer, à détruire chacun des personnages qui est à l'intérieur, en fait, chacun des membres de l'équipage du tank. Et en fait, on a souvent cette chose qui est racontée, à savoir que le but du Nécroseur,
certes, c'est d'attraper l'artefact, mais c'est aussi la destruction de toute forme de vie et qu'il va prendre le temps d'éradiquer chacune des vies. Et qu'il y a un plaisir certain qui a l'éradication de la vie sous toutes ses formes, et que voilà, si ça passe par tuer lui-même, au contraire, c'est quelque chose qui lui fait vraiment plaisir. Donc la gouverneuse Gallo, elle, décide d'utiliser son dernier Beyblade pour établir une sorte de pôle défensif, de dernier bastion. Alors là, on voit quand même que le Beyblade, lui, va faire un petit peu pencher la balance, parce que mené justement directement par les ordres de la gouverneuse, qui ne sont pas du coup contraires, parce qu'en fait, forcément, côté des communications, c'est un petit peu plus compliqué. Là, comme elle mène directement ses serviteurs justement dans la bataille, c'est un peu plus efficace. Donc le Beyblade réussit à faire reculer certaines phalanges Nécron. Malheureusement, les combats sont tellement diffus qu'il y a un moment d'égarement. On nous dit à un moment d'égarement où les serviteurs du Beyblade hésitent à tirer pour ne pas toucher justement leurs semblables, leurs frères de bataille. Et c'est le moment où le seigneur Skorpek Nesfetra atteint la machine et puis l'éventre encore une fois et détruit cette dernière pièce en fait qui était le dernier bloc de résistance pour le bastion Mstinus. Donc on nous parle aussi d'un commissaire qui haranguait ses troupes pour leur donner l'énergie nécessaire pour combattre, et puis qui se fait vaporiser par un tir longue distance du nécrosaure. Et là encore, le nécrosaure, une fois qu'il a vaincu le commissaire, il prend le temps de venir s'occuper de sa garde personnelle qui est constituée d'ogrines. Donc on nous dit qu'il dépaisse aussi les ogrines, qu'il les découpe méthodiquement, et encore une fois en prenant un certain plaisir. Mais c'est sympa de citer les ogrines comme ça, parce que c'est vrai que quand vous jouez à Astra Militarum, je pense que ça fait un peu plaisir de se dire attends, les ogrines quand même, c'est pas rien quand même, c'est mes big guys qui sont en train d'avancer. Citer un peu le Punisher aussi, c'est assez sympa. Même si tout cela est vain, et puis bon là c'est juste histoire de retarder un petit peu les choses. Ensuite, ce qui se passe, c'est que une fois que le Beyblade a été éventré, on a la gouverneuse qui sort son épée pour le dernier carré, le dernier baroud d'honneur, et assez étonnamment, en fait, le nécrosaure se détourne d'elle et plonge vers le bastion du Mechanicus. Et donc après, on nous décrit, on a des arches du jugement dernier qui se mettent à 3 pour détruire les portes colossales du Temple Forge. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les défenses du Temple Forge semblent complètement perdues, parce que certaines tirent contre les assaillants et causent des destructions énormes, mais d'autres reste complètement inactive, et on a l'impression que chacun des défenseurs du Mechanicus hésite entre agir et ne pas agir. Donc c'est bien sûr ce qui cause encore une fois leur perte de façon... c'est dommage, parce qu'on sent quand même qu'il y avait une force là qui était capable peut-être de tenir un peu en respect pendant quelques instants, en tout cas les forces du Nécrosaure, mais là le fait qu'elles soient complètement perdues, ça détruit leur cohésion. Donc certains sont en train de se battre, d'autres se laissent complètement détruire, certaines ne réagissent que quand ils sont directement attaqués. Donc on a par exemple une escouade de Skitarii qui ne bouge pas, et puis dès que les premiers commencent à se faire découper, les autres les membres de cette escouade là commencent à réagir et puis se mettent à tirer sur les assaillants, mais ils ont vraiment entendu le dernier moment. On nous parle d'un maréchal Skitarii qui lui réussit en fait à surmonter en fait ses protocoles de commandement et prend avec la nosphère le contrôle d'une petite force du Mechanicus, et c'est justement ce qui permet de tenir encore quelques instants de plus, de gagner quelques précieuses minutes. Mais est-ce que ça va servir? On ne sait pas, mais en tout cas il gagne quelques instants, et puis une fois que lui se fait éliminer encore une fois directement par le Nécrosaure, la nosphère s'effondre, il n'y a plus de lien, et les Nécrons enfoncent toutes les forces. Alors, on parle quand même d'électroprêtres qui eux ont aussi le sens de la défense de l'Archimagos, et qui viennent s'interposer. Voilà. Et puis, une fois que la dernière porte est détruite, il y a quelque chose qui est assez intéressant. Genre, je vous lis. Donc, c'est les androïdes ne mirent leur massacre en pause que lorsque Amentar abattit les portes du sanctum intérieur. Avançant dans la chambre voûtée derrière leur prophète, les hordes du Nécrosaure s'arrêtèrent, silencieuses, disposées en rang serré. Toutes les lentilles oculaires étaient fixées sur la crypte tesseract au centre de la chambre et sur la silhouette qui priait à côté. Voilà, donc bien sûr, l'Archimagos Oct. Alors, est-ce qu'il va se faire zigouiller en 2 temps 3 mouvements? Est-ce qu'il y aura une communion? Est-ce qu'il va passer sous le contrôle d'Amentar?
C'est pas, on va voir, on va voir. Allez, le dernier passage, je vous le lis parce que c'est plus sympa à vivre. Donc, pris entre l'extase religieuse et le dégoût, l'archimagos Octe murmurait des prières en binaire tandis qu'approchait le nécrosaure. Alors que ce dernier se dressait au-dessus de lui, Octe leva les bras et Mécadendrite en une supplication désespérée. Il implora le monstre Xéno d'accomplir la volonté de l'Omnimessie et de l'aider à libérer l'ange entravé du dieu machine. Avec une douceur surprenante, Amentar saisit une des épaules d'Octe dans des doigts massifs du gantelet du destructeur. Puis d'un geste cruel, il jeta l'archimagos au milieu de ses adeptes. Les cris perçants et s'attirés d'électricité statique d'Octe furent brefs. Il ne vivrait pas assez longtemps pour voir le conclave d'Hyper-Ankh déverrouiller les mécanismes complexes de la crypte Tesseract, ni la terrible forme de l'écharde du Nyctophore sortir comme un spectre de la mort de sa prison brisée. Voilà. Et voilà. Ensuite, tandis que le Nécrosaure, les Shardaktan et la Légion Maudite entamaient leur dernier assaut meurtrier sur le bastion Obstinus, les défenseurs de Nova Magnor furent témoins du désastre causé par l'archimagos Octe et des conséquences de cette erreur calamiteuse qui allait être la dernière chose qu'ils verraient de leur vie. Et voilà, enfin pour ce passage. Et voilà, on voit que, et bien du coup, pas de suite glorieuse pour l'archimagos Octe. Simplement, il a trahi. Voilà, il s'est fait fourvoir. Ce n'était pas l'Omnimessie. Alors après, puisqu'il peut y avoir vraiment des liens encore, l'Omnimessie, le dieu dragon, enfin les Shardaktan dragon, ça reste plausible. Mais en tout cas, lui, le Nécrosaure, pour lui, c'est juste un sous-fifre. Il lui a quand même accordé quelques secondes. Il l'a regardé. Il lui a mis une petite caresse sur l'épaule pour le balancer. Ça, j'aime bien l'image. C'est troupe. Bon, c'est dommage. Après, on s'en doutait, l'écharde à l'intérieur est une écharde du Nyctophore, donc du Nightbringer, et pas celle du dragon. Alors pourquoi est-ce qu'elle est plus ornementée que les autres? Pour l'instant, on n'a pas l'information. Est-ce que c'est une information importante ou pas? Ça, j'avoue, je ne sais pas. J'en doute peut-être un petit peu maintenant, mais après, on verra. Il y a encore des choses à découvrir dans la suite de cette narration. Donc peut-être que c'est, comme je vous l'ai dit, une écharde un peu plus primordiale ou pas. Je ne sais pas, je ne saurais dire. Mais en tout cas, on voit un peu la déception de tout le monde, parce que voilà, on se rappelle que le membre de la dynastie Sotek avait sacrifié tout son monde nécropole, et qui était parti justement pour envoyer cette écharpe dans l'espace loin du Nécrosaure, s'est fait rattraper par Titus. Titus s'est fait bananer par Octe, qui lui a dit mais si je vais m'en occuper. Il y a un moment donné où même Titus s'est dit non, il faut, si justement avec une lucidité assez importante, s'était dit non, mais si le dynaste Nécron voulait envoyer cet artefact dans l'espace, il faut que je le détruise. Au contraire, c'était une mauvaise idée de le faire revenir sur la planète. Mais malheureusement, coup du sort, le Nécrosaure attaque. Il faut absolument que Titus s'occupe de la bataille. Il ne peut pas aller voir directement Octe. Octe ne va pas réagir, ne va pas donner de défense, ne va même pas se protéger. On a vu que la défense du dernier bastion était anecdotique. Et puis voilà, quand la chose qu'il attendait arrive, c'est-à-dire donner justement l'artefact au Nécrosaure, et bien il se fait simplement jeter, ignorer. Et puis voilà, fin de l'histoire. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ça pareil, il se passe pas mal de choses. J'aime bien comment sont traités en fait les différents textes. Donc voilà, je pense qu'il va rester peut-être une ou deux vidéos. Ça va dépendre. Peut-être une vidéo conclusion, peut-être une dernière vidéo pour terminer vraiment le texte. Je sais pas, je verrai comment ça se goupille. En tout cas, encore une fois, merci à tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Vous aurez la suite si vous regardez sur YouTube la semaine prochaine, tous les jeudis à 18h. Et puis, si vous regardez sur Tipeee en avance, sans publicité, merci à vous en soutenant la chaîne. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on est là. Eh bien, vous l'aurez directement. Peut-être vous suffit de regarder la suite suivant comment j'ai sorti les vidéos. Voilà, merci à vous tous. Et puis, on se retrouve bientôt. Allez, bye. Salut.